Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin d'hiver. Les rues étaient gelées ce matin-là. Un vent glacial s'engouffrait entre les immeubles de Midtown Manhattan, soulevant des tourbillons de poussière et de givre. Les passants, pressés, baissaient la tête, emmitouflés dans leurs manteaux. On entendait le vrombissement des taxis, le crissement des pneus sur l'asphalte gelé, et parfois, les hurlements lointains d'une sirène. C'était un matin typique à New York, où la ville ne dort jamais, même sous une température de -10. À l'angle de la 47e rue et Lexington Avenue, entre un kiosque à journaux et une bouche de métro fumante, un homme se tenait immobile. Il était là depuis l'aube, comme chaque jour depuis des années. Sa silhouette maigre était dissimulée sous un manteau militaire usé, doublé de plusieurs couches de vêtements. Son visage buriné par le froid portait les marques d'une vie dure, des rides profondes, une barbe hirsute grisonnante, des yeux creusés mais vifs. À ses pieds, un petit chien brun grelottait, enveloppé dans une couverture trouée, les pattes posées sur un coussin sale. À côté de lui, un vieux caddie grinçant débordait de sacs en plastique, de journaux chiffonnés, d'objets récupérés et classés méticuleusement. Chaque chose avait sa place. Ce n'était pas un amoncellement de déchets, mais l'arsenal d'un veilleur invisible. On l'appelait Elliot. Certains le considéraient fou. D'autres disaient qu'il parlait seul. Il ne mendiait pas. Il ne se plaignait pas. Il observait. Toujours au même endroit. Face au Whitmore Global Center, cette tour de verre fumé qui projetait sa silhouette froide et géométrique dans le ciel d'acier de Manhattan. Ce que peu savaient, c'est que ce sans-abri, presque invisible aux yeux de la foule, avait autrefois un badge. Un vrai. Celui du FBI. Elliot Kane était son nom complet. Ancien expert en décryptage comportemental, formé aux microsignes, au profil psychologique, à la surveillance urbaine. Un homme discret, brillant. Jusqu'au jour où un attentat, qu'il n'avait pas vu venir, avait coûté la vie à sa fille unique. Ce jour-là, il avait disparu du système. Volontairement. Avalé par la ville. Et depuis, il survivait, mais avec une mission, observer. Noter. Comprendre. Il n'avait plus de maison, mais il avait une mémoire infaillible, un œil qui ne laissait passer aucun détail. Ce matin-là, il avait remarqué quelque chose. Quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Une silhouette familière entrait dans le bâtiment à l'aube. Un badge qu'elle n'aurait pas dû avoir. Un sac. Un regard nerveux. Elliot avait noté, dans son carnet, l'heure exacte. Le lieu. L'étage. Le type de sac. Il n'avait pas dormi. Pas fermé l'œil. Il avait attendu. Et maintenant, la limousine noire approchait lentement, escortée par 2 SUV blindés. La foule des journalistes s'agitait. Les flashs crépitaient. La sécurité privée, en uniforme gris anthracite, était sur le qui-vive. Les vitres teintées descendirent partiellement, laissant deviner la silhouette élégante de Richard Whitmore, milliardaire discret à la réputation de visionnaire, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, la cravate nouée avec une précision militaire. Whitmore allait sortir. Elliot sentit son cœur battre plus vite. Ses doigts tremblaient. Il savait qu'il allait passer pour un fou. Mais il savait aussi que s'il se taisait, quelqu'un allait mourir. Peut-être des dizaines. Alors il s'est avancé d'un pas, franchissant une ligne invisible entre l'ombre et la lumière. Et il a crié. « N'entrez pas. Ne l'ouvrez pas. Votre femme a mis une bombe. » Les gardes de sécurité se sont immédiatement rués sur Elliot, comme des chiens dressés au moindre aboiement suspect. 2 d'entre eux l'ont plaqué contre la grille de ventilation d'un kiosque fermé, son chien jappant violemment, tirant sur sa laisse nouée au caddie. Elliot, les mains levées, continuait à crier, mais ses mots devenaient inaudibles sous les ordres secs des agents et le bruit des flashs. Un passant a ri, croyant à une scène de théâtre de rue. D'autres ont reculé par réflexe, mais personne n'a paniqué. Un sans-abri criant au complot, à la bombe ou aux voix dans sa tête? À New York, cela n'émeut plus grand monde. On détourne le regard. On hausse les épaules. On change de trottoir.
Mais pas Richard Whitmore. Déjà à demi sorti de la limousine, un pied sur l'asphalte, il s'est figé, suspendu dans ce petit instant entre le monde réel et quelque chose d'inexplicable. Ce n'étaient pas tant les mots qui l'avaient stoppé, la phrase avait été absurde, brutale, presque irréelle. Votre femme a mis une bombe. Mais ce qui avait glacé Richard, c'était le regard d'Elliot. Un regard fixe, noir, profond, brûlé par les années, mais extraordinairement précis. Il n'y avait pas de délire dans ses yeux. Aucun vacillement. Aucun tremblement erratique. C'était un regard entraîné. Un regard de terrain. Le regard d'un homme qui a déjà vu l'explosion avant qu'elle ne survienne. Et dans ce regard, Richard crut reconnaître quelque chose de familier. Une empreinte invisible, que seuls les hommes de guerre, les agents de terrain ou les survivants portent, la conscience du réel brutal. Il remonta doucement dans le véhicule, refermant la portière avec un calme anormal. Arrêtez. Ne le touchez plus. Les gardes se figèrent, surpris. Richard abaissa légèrement la vitre et fixa Elliot, maintenu entre deux agents, son torse haletant, sa barbe frémissant au vent. « Comment vous savez ça ?» Les agents se regardèrent, décontenancés. L'un d'eux murmura. « Monsieur Whitmore, c'est juste un clochard. » Il divague. Mais Richard leva simplement la main. Silence. Elliot, les yeux plantés dans ceux de l'homme d'affaires, sortit lentement un petit carnet de sa poche intérieure. C'était un carnet usé, recouvert de scotch, sale, froissé par le temps. Il le tendit à l'un des gardes, qui hésita, puis le remit à Richard. À l'intérieur, entre des pages couvertes d'une écriture fine et nerveuse, se trouvaient des schémas tracés à la main, des annotations codées, et surtout, une série de photos floues, visiblement prises avec un téléphone très ancien. Sur l'une d'elles, on distinguait nettement Andrea Whitmore, la femme de Richard, entrée par une porte de service, vêtue d'une veste beige et d'un bonnet noir. Elle avait un badge, murmura Elliot, essoufflé. Je l'ai vue passer par l'accès personnel de la rue 46. 23h14, elle a contourné les bureaux. J'ai vu le sac. Il était lourd, rigide. Elle l'a laissé au 43e étage, salle de réunion est. Je sais que c'est une zone sécurisée. Mais elle croyait que personne ne la regardait. Moi, je regarde. Tout le temps. Richard sentit un frisson le parcourir. Ce carnet. Il en avait déjà vu, lui aussi, dans un autre temps. C'était un carnet de terrain. Ce type n'inventait rien. Et même si c'était une coïncidence, même si Elliot avait tort, il ne pouvait pas prendre ce risque. Allez vérifier, tout de suite, dit-il à son chef de sécurité. Monsieur ? Le 43e étage. Salle de réunion est. Fouillez chaque sac, chaque conduit, chaque cloison. Et surtout, faites-le discrètement. Pas un mot à la presse. Les gardes se dispersèrent. Elliot restait là, les yeux rougis par le vent, mais plus calme. Son chien avait cessé d'aboyer. Richard le fixa à travers la vitre. Un long silence. Puis il murmura, plus pour lui-même que pour les autres. Qui es-tu vraiment ? Et dans ce regard qui ne l'avait pas quitté une seule seconde, il comprit soudain qu'il avait affaire à quelqu'un qui savait ce que c'était que de perdre tout, sauf l'instinct. Richard Whitmore fixa Elliot avec attention. Son regard ne quittait pas ce visage buriné, épuisé par le froid et les années passées dans l'ombre. Il y avait là, derrière la crasse, la barbe hirsute et les yeux fatigués, une mémoire familière, un écho d'un autre temps. Un nom, longtemps enfoui, remonta lentement à la surface de sa conscience. Elliot Kane. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus d'une décennie. Un homme qu'on disait perdu. Ou mort. Une légende discrète au sein des services fédéraux, dont les rapports étaient étudiés dans les unités spéciales, et dont les prédictions avaient évité des catastrophes silencieuses. Un homme à l'intelligence acérée, capable de repérer un mensonge dans une respiration, une menace dans un silence. Et maintenant, cet homme était devant lui, vêtu de lambeaux, tenu à l'écart comme un fou, et il venait de lui sauver la vie. Richard sentit une boule lui serrer la gorge. Il n'avait pas le droit d'ignorer cela. D'un ton sec, il ordonna immédiatement une évacuation discrète du bâtiment. Pas de sirène. Pas de panique.
Un protocole d'urgence silencieux fut déclenché. Les employés reçurent de faux messages de sécurité incendie pour quitter les étages. Les chiens renifleurs de la sécurité intérieure furent mobilisés. À 43e étage, dans une salle de réunion encore fermée, ils trouvèrent le sac. À l'intérieur, des explosifs soigneusement dissimulés dans une mallette de conférence, équipée d'un déclencheur à distance, programmé pour se déclencher à l'heure exacte de l'intervention de Richard devant la presse. Elliot n'avait pas menti. Et soudain, l'Amérique s'est figée. Les chaînes d'information interrompirent leur programme. Les mots « attentat évité »,« alerte au Whitmore Global Center » et surtout « un sans-abri sauve un milliardaire » défilaient en boucle. Mais très vite, l'attention se concentra sur une révélation encore plus explosive. Andrea Whitmore, épouse du milliardaire, ancienne avocate brillante et visage public de plusieurs fondations caritatives, était désormais suspectée d'avoir organisé l'attaque contre son propre mari. Portée disparue depuis la veille, une enquête du FBI permit de retracer ses mouvements. Ses comptes bancaires avaient été vidés. Elle avait volé un badge de sécurité. Et une vidéo de surveillance floue montrait sa silhouette franchissant une porte de service, le sac à la main. Motif ? Un cocktail tragique de rancune personnelle, de désillusion conjugale et de troubles psychiatriques passés sous silence. Une haine nourrie en silence, aggravée par un sentiment d'abandon, des théories paranoïaques, et la certitude délirante qu'en détruisant l'empire de son mari, elle rétablirait un équilibre. Qui était cet homme ? Comment avait-il pu détecter l'attentat avec tant de précision ? Comment connaissait-il les protocoles de sécurité du Whitmore Center ? Pourquoi avait-il mentionné Andrea, alors que personne ne la soupçonnait encore ? Le FBI s'empara du dossier. Et c'est là que le passé refit surface. Elliot Kane, ancien spécialiste en décryptage comportemental au sein du Bureau fédéral. Un nom presque effacé des archives publiques. Il avait travaillé dans l'unité spéciale chargée de l'anticipation des attaques intérieures. Un maître dans la lecture des signes faibles, mouvements, routines urbaines, comportements anormaux. Jusqu'au jour où tout s'effondra. 10 ans plus tôt, un attentat avait frappé une école primaire du Bronx. Sa fille, Naomi, 8 ans, était dans cette école. Elliot avait senti quelque chose, les jours précédents. Un malaise, des signaux inquiétants. Il avait tenté d'avertir. Personne ne l'avait écouté. L'explosion avait coûté la vie à 19 enfants. Naomi en faisait partie. Ce drame l'avait brisé. Il avait quitté le FBI sans mots. Divorcé. Coupé tout lien. Et disparu. Pas dans un autre pays. Mais dans les interstices de sa propre ville. Il observait. Il notait. Chaque jour, dans son carnet. Les plaques suspectes. Les visages qui passaient 2 fois. Les accès mal surveillés. Il continuait son travail, même sans salaire, sans statut, sans foyer. Il ne voulait pas que l'homme qu'il avait sauvé retourne à l'oubli, au froid, au silence des bancs de pierre. Quelques jours après l'événement, il se rendit personnellement dans un centre d'accueil du Bronx, où Elliot avait été logé temporairement. Elliot l'attendait, assis, le même carnet dans les mains. Il n'avait rien demandé. Il n'attendait rien. « Vous m'avez sauvé, Elliot, » dit Richard. « Et je sais ce que vous avez perdu. Venez. Pas pour moi. Pour ceux qu'on peut encore protéger. » Elliot ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. Un enfant courait dehors dans la neige fondue. Son visage resta impassible. Puis il ferma doucement son carnet, et murmura. « Je ne crois plus au système. Mais je crois encore aux signaux. » Il accepta. Lentement. En silence. Et quelques semaines plus tard, un nom réapparut sur un badge d'accès. Kane. Un poste discret lui fut confié au sein de Whitmore Défense, dans une division confidentielle spécialisée dans l'analyse des menaces urbaines invisibles. Pas de costume. Pas de bureau en verre. Juste des écrans, des caméras, et une équipe de jeunes agents suspendus à ses intuitions. Mais ce n'était pas tout. Un jour, Richard entra dans le bureau d'Elliot avec un carton. « J'ai récupéré ça. » C'était dans les archives du bureau. Dans le carton, un dossier. Celui de Naomi Kane.
Et toutes les correspondances internes que le FBI n'avait jamais montrées à Elliot. Des signaux, effectivement détectés. Des courriels restés sans suite. Des erreurs humaines. Elliot, pour la première fois, pleura. 2 ans plus tard, Elliot publia un livre. Un ouvrage sobrement intitulé « Ne l'ouvrez pas » avec en sous-titre « Chronique d'un homme invisible dans une ville qui ne regarde plus ». Le titre, lourd de sens, faisait évidemment référence à ces mots qu'il avait criés ce matin d'hiver, des mots que personne ne voulait entendre, et qui pourtant avaient changé le cours d'une vie, d'une entreprise, d'une nation. Mais le livre allait bien au-delà du récit de l'attentat évité. C'était un témoignage. Un cri. Une cartographie de la rue vue par un homme dont le regard perçait les illusions. Elliot y racontait la brutalité silencieuse de l'exclusion, la logique du trottoir, les ombres humaines qui deviennent invisibles à force d'être ignorées. Il y décrivait les routines observées, les violences banales, les gestes de bonté furtifs qu'il appelait « les fils qui empêchent le tissu de se déchirer complètement ». Chaque chapitre était ponctué de phrases courtes, percutantes, comme des éclats de conscience. On ne devient pas invisible parce qu'on est pauvre. On le devient parce que les gens s'habituent à détourner les yeux. Une ville n'est pas malade quand les bombes explosent, mais quand les sentinelles n'ont plus de voix. Il ne faut pas être vu pour voir. Et parfois, celui qu'on ignore est celui qui sait tout. Elliot ne réclamait pas de reconnaissance. Il n'accusait pas. Il décortiquait, témoignait, révélait. Les critiques saluèrent une œuvre implacable, poétique et dérangeante, un miroir tendu à une société qui ne veut voir que ce qui la conforte. Des journalistes, des sociologues, des psychologues, des agents de terrain se l'approprièrent. Les écoles de police l'intégrèrent dans leur cursus, pour sensibiliser les nouvelles recrues à ce qu'elles ne voient pas, aux signaux faibles, aux silences éloquents, aux dangers qui naissent dans l'indifférence. Des lecteurs anonymes, professeurs, chauffeurs, adolescents, sans abri eux-mêmes, lui écrivirent par centaines. Beaucoup disaient la même chose. Vous avez mis des mots sur ce qu'on vit, sans qu'on sache l'expliquer. Produit par un studio indépendant, adapté avec pudeur par un scénariste respecté, il fut présenté à Sundance sous le titre Invisible Eyes. On y voyait un homme marcher dans la ville, filmé à hauteur d'épaule, silencieux, mais dont la voix intérieure racontait ce que personne ne veut entendre. Le film bouleversa le public. Il remporta un prix. Et Elliot, bien que discret, monta sur scène, brièvement, pour remercier ceux qui ont commencé à regarder autrement. Dans une interview sobre sur PBS, Richard Whitmore déclara « Elliot m'a sauvé 2 fois. Une fois de la mort. Et une autre fois, de ma propre cécité. J'avais tout. L'intelligence, le pouvoir, les outils. Mais j'avais oublié de regarder. Lui, il n'a jamais cessé. » Richard, depuis, avait mis en place une cellule d'analyse citoyenne, composée d'anciens marginaux, de survivants, de silencieux. Leurs observations étaient désormais étudiées aux côtés des algorithmes les plus avancés. Elliot avait prouvé que la lucidité ne dépend pas du statut, mais de l'attention qu'on porte au monde. Il vit aujourd'hui dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble modeste à Harlem. Un logement simple, mais lumineux, avec une grande fenêtre sur la rue et une bibliothèque qui ne cesse de s'agrandir. Son chien, désormais âgé, dort paisiblement dans un coin sur une couverture propre. Elliot se lève tôt. Il marche chaque matin à Bryant Park, son ancien poste d'observation. Il s'assoit parfois sur le même banc, écoute, regarde. Il ne parle toujours pas beaucoup. Mais il écrit. Toujours. Il tient un nouveau carnet, un de ces carnets Moleskine noirs, élégants, que Richard lui offre chaque année. Dans ces pages, les murmures de la ville, les regards qui fuient, les gestes qui sauvent. Et chaque fois qu'on lui demande comment il sait ce qu'il sait, il répond simplement. Ce n'est pas parce qu'on ne vous écoute pas, que vous ne voyez pas juste.